Après être allé à l'hôpital avec A2 et laissé payer les factures par un tiers une énième fois, j'ai réalisé que j'étais KO. Je ne ressentais plus les parties de mon corps. Un autre uppercut venait d'accabler mon humanité. Je reprenais faiblement mes esprits. Ma vision était floue mais je pouvais voir mon adversaire s'échauffer, prêt à continuer le combat. Autour de nous, il y avait un public qui observait sans pouvoir intervenir. C'étaient les règles du jeu. On n'intervient pas dans le ring parce que chaque partie y est de son plein gré. J'ai décidé d'abandonner, de quitter cette enceinte où mon crâne se faisait percuter sans merci. Encore une fois. Pour moi, la ligne rouge avait été franchie. Ma décision était prise. Il fallait que j'arrête de me morfondre dans cette douleur muette. Je devais partir avec mon fils avant le lever du jour laissant une lettre à ma belle-mère. Je n'ai pas pu. J'ai repensé à la douceur de cette dame de fer envers mon fils. Elle méritait des explications de ma part. Je me suis dit que dans le pire des cas, elle me traiterait de belle-fille ingrate et cela alimenterait ma détermination à quitter cette vie sur laquelle je n'avais aucun contrôle. De la chambre où je logeais avec mon fils, je suis sortie sans faire de bruit pour ne pas réveiller ce petit trésor dont la profondeur du sommeil dépendait de la proximité de mon odeur corrompue par le lait maternel. J'ai frappé à la porte de ma belle-mère située en face de la mienne. Elle m'a laissé entrer. Elle n'a pas caché son étonnement. À ma grande surprise, elle m'a écoutée. Elle, qui criait toujours, elle, qui avait toujours raison en tout. Ce matin-là, elle m'a parlé. Elle m'a raconté l'histoire de son couple avec le père de l'autre. J'ai compris que c'était une femme herculéenne. Elle avait sacrifié sa vie pour ses enfants. Au-delà de sa patience, je voyais du stoïcisme à l'état brut. Je me demandais si je serais capable de subir un dixième de ce qu'elle a subi sans commettre un meurtre. Je n'en étais pas convaincue. J'étais terrifiée à l'idée de vivre pour toujours avec un homme qui pourrait avoir un cœur de pierre mais la dernière phrase de ma belle-mère m'a marqué. « Tu es une bonne personne, reste pour moi. » Il est comme son père, ignore-le. Je suis restée pour elle. À partir de cet instant, notre relation a pris son envol. J'étais sa fille et elle était ma mère. Elle ne me criait plus dessus, elle me parlait. Elle demandait même mon avis sur les mets qu'on cuisinait. Elle n'attendait plus que je commette une erreur pour me faire des reproches, elle me disait ce qu'elle attendait de moi. Je ne me sentais plus observée et jugée. J'avais ma place dans sa maison et surtout, j'avais ma place dans son cœur. Je le sentais. J'ai regretté pourquoi je ne lui avais pas parlé avant. Je me sentais libérée. Quand j'ai été affectée à Bamenda, l'autre a refusé de payer mon loyer. Ma belle-mère et maman ont conjugué leurs efforts pour payer. Pour A2 et moi, belle-maman a fait beaucoup d'autres choses que j'omets volontairement d'écrire ici. L'amour flagrant qu'elle avait pour son petit-fils me comblait et me donnait envie d'être sa bru pour l'éternité. Et maman, cet être qui ne m'a jamais déçu, pas une seule fois, est encore venue à ma rescousse. Comme d'habitude, elle ne m'a pas posé de questions. Aussi longtemps que maman n'était au courant de rien, pour moi, ces blessures intérieures n'existaient pas. Je gardais la tête haute. J'étais une femme mariée. Bien que cette situation dépassât de loin mon entendement, la façon désinvolte de l'autre de passer à autre chose restait pour moi un mystère que j'espérais un jour pouvoir élucider. J'avais l'impression de rêver. Je ne comprenais pas qu'une personne puisse autant faillir à ses devoirs et rester aussi impavide. Il ne respectait rien. C'est lui qui faisait la loi. Il lui arrivait d'être gentil sans élément déclencheur, comme quand il a envoyé des vêtements de Noël pour son fils. Il avait lui-même parcouru les boutiques de Montréal pour les acheter. Il avait pris le soin de préciser qu'il ne me faisait pas assez confiance pour me donner de l'argent afin que je fasse les achats moi-même pour mon fils. J'étais tout de même heureuse car mon fils, contrairement à moi, avait un père qui avait pris le soin de choisir ses tenues pour Noël. C'était suffisant pour que je ne me prenne pas la tête. Et quand sa sœur, son oncle et belle-maman l'ont enfin convaincu, presque 2 ans après notre union, de me donner une somme fixe tous les mois pour couvrir nos besoins primaires à A2 et à moi-même, j'étais aux anges. Il a respecté cette entente quelques mois. Il ne fallait surtout pas l'appeler en cas d'imprévu ou même d'urgence. Si A2 n'avait plus de lait, j'appelais belle-maman. Et si le gaz était fini, j'appelais maman. J'évitais de me faire carboniser le moral inutilement. Après tout,
Grand-mère qui jouait la nounou de mon fils en semaine venait toujours avec de la nourriture et parfois, un peu d'argent de la part de maman. Je n'avais, pour ainsi dire, aucune raison de tirer le diable par la queue. A2 avait 1 an et demi quand l'autre s'est enfin décidé à venir le voir. L'autre m'avait dit quand il venait mais il ne m'avait pas donné les détails de son vol contrairement aux fois précédentes. Nous ne communiquions presque plus. J'attendais de voir comment il comptait procéder. 5 jours après son atterrissage, il m'a appelé pour me demander de le retrouver chez belle-maman. J'avais espéré qu'il me retrouve à Bamanda, loin des familles afin que pour la première fois je me sente épousée mère. Ce ne fut pas le cas. Je n'avais pas hâte de le revoir. J'avais déjà eu vent de toutes les fiestas qu'il s'était permis d'organiser à Yaoundé. Tous les espoirs de nouveaux départs que je continuais de nourrir en secret ont disparu dans les limbes du temps et ma mémoire, quant à elle, était marquée pour toujours. Je me doutais déjà qu'il faisait le célibataire dans plusieurs pays du monde comme l'indiquaient ses réseaux sociaux. Après qu'il eut une tantième fois publié des photos suggestives avec des femmes que je ne connaissais pas, j'en ai eu marre. Je ne voulais plus voir des choses qui empêchent le flot naturel de mes émotions, je les bloquais. Ce n'était pas le fait qu'il semble bien s'amuser sans moi qui me tracassait, mais le fait qu'il refuse de me rassurer et qu'il semble prendre goût à ce jeu malsain. J'avais cru que de retour au pays, ma présence adoucirait ces tendances irrespectueuses. Pas du tout. Comme tous les week-ends, j'étais enthousiaste de revoir belle-maman. Sa complicité avec A2 était devenue la seule chose qui me donnait un vrai sourire. Les retrouvailles avec l'autre étaient glaciales. On aurait dit que personne de spécial n'était arrivé. Il est entré dans le salon chez belle-maman, il m'a fait un vague sourire, puis il s'est dirigé vers son fils et il a dit « Il me ressemble un ». Il est resté 3 jours avec nous. De temps à autre, il jouait avec son fils. Nous dormions sur le même lit mais il n'était pas vraiment là. Il semblait très occupé à rencontrer tout le monde, à faire des dépenses énormes tel un banquiste comme on les connaît. En le voyant dépenser, j'ai encore essayé de lui dire que nous avions besoin d'argent. Sa phrase n'a pas traîné. Il était très pris par tout ce qui n'avait rien à voir avec nous. Le 3e jour, il nous a reconduits chez nous à Bamanda. En traversant ma ville natale, située entre Bafoussam où vit ma belle famille et Bamanda où je vivais et enseignais en semaine, je lui ai demandé de s'arrêter pour qu'on salue maman. Je suis pressé, il a dit. J'étais tellement éméché que je n'ai plus osé parler. J'avais la langue liée. Une fois arrivé, j'ai eu la brillante idée de lui faire relire la lettre qu'il m'avait adressée avant que nous ne nous remettions ensemble, ce business plan, si ingénieusement élaboré et si maladroitement ignoré. Je croyais qu'après avoir lu ses propres promesses on devait enfin avoir le grand dialogue. Il n'a montré aucune émotion. Ma lettre a disparu. Quant à lui, il est reparti, emportant avec lui mon esprit de femme. Tel le Tout-Puissant, il a traversé de nouveau ma ville natale sans s'arrêter et il a accéléré tout droit vers son présent, notre présent. Après ce séjour que je qualifierais d'infructueux pour notre couple, j'avais besoin d'en parler. Belle-maman pour moi n'était pas la personne indiquée pour certains sujets. Je ne voulais pas non plus en parler à ma copine qui semblait trop passionnée pour comprendre. J'avoue aussi que je voulais continuer à entretenir le paraître, je n'étais pas prête à avouer que mon mariage n'était qu'un canular. Je nageais en pleine imposture. J'ai décidé de m'ouvrir à ma belle-sœur, cette épouse dévouée, cette mère accomplie dont j'ai toujours admiré la force de caractère. Sa réaction ne s'est pas fait attendre. Scandalisée par mes confidences, elle a appelé son frère sur le champ. Comment as-tu pu venir et repartir sans jouer ton rôle de mari? Si tu étais malade, pourquoi n'en as-tu pas parlé avec ta femme? Tu voyages sans prendre un présent symbolique pour ton épouse? Non. Après on va dire que tu n'es pas romantique, tu vas te fâcher. Je sais que quand je vais finir de parler tu vas me bloquer mais laisse-moi te dire que ce n'est pas un comportement digne. La fille d'autrui a raison d'être triste. En plus tu n'es même pas allé saluer sa mère. Sache que je ne te supporte pas dans ce genre d'attitude. Serais-tu heureux si mon mari se comportait ainsi envers ma mère, ta mère? Permets-moi de douter. Le fait d'avoir ainsi repris son petit frère devant moi m'a un peu gênée, mais j'étais surtout rassurée de savoir que les remarques que j'avais faites, et qui me déchiraient, étaient logiques et même légitimes. C'est ainsi que j'ai ménagé ma belle-mère. Ma belle-sœur est devenue ma confidente.
Elle avait le sens de la répartie. Elle me comprenait et elle me conseillait. Je lui faisais aveuglement confiance. Avec elle, je me sentais comprise. L'autre et moi sommes restés dans cette impasse pendant des mois. Je ne savais si j'étais vraiment mariée ou pas. Mais j'avais ma belle famille. Quand une jeune fille va en mariage à Mbouda, on lui dit toujours « Sois la bien-aimée de ta belle famille et ton mariage sera indestructible ». Ces paroles me rassuraient. Vu que ma belle famille m'acceptait et me soutenait, j'ai commencé à me dire que je n'avais pas besoin de plus pour être heureuse. J'ai laissé l'eau couler sous le pont en me disant que l'autre finirait par prendre conscience du vrai sens de cette autre phrase qu'il aime tant prononcer, l'homme c'est le chef de la famille. Même s'il arrivait toujours que je me sente perdue, j'étais en revanche convaincue que mon fils avait une famille car belle-maman était toujours à l'autre bout du fil. Les 4 jours que je passais loin de la maison familiale avec son petit-fils paraissaient trop longs pour elle. Je la comprenais parce que à deux avait toujours un sourire généreux qui, couplé de son innocence, avait le don de guérir toutes les peines, même les plus inavouées. J'en savais quelque chose. Ce large sourire thérapeutique, je n'en étais certainement pas la seule à en profiter. Quelques mois après le passage de l'autre que j'avais qualifié de stérile tant pour mon fils que pour moi-même, l'autre a décidé de revenir. Il tenait à être présent pour l'anniversaire de son neveu. Nous nous sommes une fois de plus retrouvés chez belle-maman. Quelque chose semblait changer mais je ne pus dire quoi exactement. Il avait l'air plus heureux, plus gentil et surtout, il avait la valise pleine de cadeaux pour son fils et pour moi. Il a aussi accepté rendre visite à maman. C'était la 3e fois que maman le voyait et cela devait aussi être la dernière. 2 jours avant notre mariage, maman l'avait rencontré pour la première fois. Vu qu'il n'était pas présent pour la dot et que cette cérémonie laissait à désirer selon maman, il était impératif que les deux se rencontrent et mettent les choses à plat avant la cérémonie officielle. Maman m'a demandé si je voulais vraiment me marier avec lui. Quand j'ai répondu par l'affirmative, elle a fait son mea culpa au sujet de la fameuse lettre d'insatisfaction qu'elle avait adressée à ma belle famille. Cette lettre qui relevait les failles d'une dot mal réalisée avait été reçue comme une insulte. Pour maman, ma belle famille avait apporté 1/10 de ce qui avait été demandé pour ma dot. Ignorait-il que le mythe du banguiste que nous entretenons tous laisse comprendre qu'il faut attendre bien plus que d'habitude quand un banguiste est impliqué? Et encore, ce n'était pas la dot le problème, mais le comportement de ma future belle famille pendant la cérémonie. Apparemment, elle s'était comportée comme si ma famille devait se sentir privilégiée de recevoir cette dot. Ma famille ne devait apparemment pas tenir compte de la valeur de la dot tout simplement parce que leur fils était banguiste. Ils ont présenté un air de supériorité que maman n'a pas digéré. Elle, qui avait rêvé d'un beau-fils charismatique et d'une belle famille qui nous envahirait elle et moi d'amour, a vu ses espoirs disparaître tels de la fumée ne laissant derrière elle que cette odeur perceptible du néant. Même si maman pensait que sa fille unique, sa petite enseignante bientôt avérée, méritait plus de considération, elle a néanmoins respecté mon choix. Elle n'était ni rassurée ni convaincue. Ma détermination l'a désarmée. Elle nous a donné sa bénédiction malgré elle. Elle a revu l'autre au mariage. Et 2 ans après le mariage, il venait enfin d'accepter de lui rendre une visite de courtoisie. Depuis le dit mariage, maman avait décidé de ne pas se mêler des affaires de notre couple. L'histoire de la lettre avait amené plusieurs à dire qu'elle ne voulait pas mon bonheur. Alors, elle s'est résolue à me voir heureuse et à s'en contenter. Elle ne me posait aucune question. Elle ne me demandait pas pourquoi l'autre ne l'appelait jamais. Elle ne me demandait pas pourquoi il venait jusqu'au pays et ne daignait pas venir la saluer. Elle ne m'a jamais demandé pourquoi elle continuait à payer mon loyer pourtant j'étais désormais une épouse. Le fait qu'elle ne pose pas de questions me soulageait. Je pouvais ainsi continuer à me dire que tout allait bien. Je pouvais continuer à me persuader que les choses devaient finir par s'arranger. Aussi longtemps que maman croyait que j'allais bien, j'allais bien. J'étais heureuse qu'on rende visite à maman. Pour moi, ses doutes si elle en avait, devaient se dissiper. Je voulais qu'elle voie enfin que je n'ai pas épousé un fantôme. Je voulais qu'elle sache que malgré le silence de l'autre, il était là et il était mon mari. Pendant la visite, j'ai amené l'autre sur un terrain que je souhaitais acheter pour maman le moment venu. Je ne lui demandais pas de l'acheter. Je voulais juste qu'il sache ce que je prévoyais faire une fois que le gouvernement m'aurait versé mon rappel.
Sur son lit d'hôpital 2 ans plus tôt, quand maman croyait que le moment était venu pour elle de rejoindre ses ancêtres, elle m'avait dit qu'elle souhaitait que sa dépouille soit rendue à mon père. Il était évident qu'elle aimait toujours ce monsieur qui ne lui avait pas rendu visite une seule fois durant les 10 ans qu'elle avait passés au centre des handicapés de Yaoundé. Rien que l'idée que maman puisse reposer chez ce monsieur dans mes rêves les plus fous me révoltait. J'ai prié fort pour que Dieu ne me la prenne pas avant que je puisse lui offrir un lopin de terre où je serais heureuse, si elle s'en allait avant moi, de l'enterrer. Quand j'ai présenté ce terrain qui n'était pas loin de la maison de mes grands-parents à l'autre, le ciel s'est aussitôt assombri. On aurait dit que je lui avais arraché sa bouteille d'oxygène pendant notre visite sur une planète dont on ne maîtrisait pas encore l'ambiance atmosphérique. Ses yeux se sont d'abord écarquillés, puis ils se sont enténébrés. Il n'a plus rien dit de la soirée. J'ai fait bonne figure devant ma famille jusqu'à notre départ. Je n'ai pas laissé entrevoir que j'étais déconcertée par cette attitude incompréhensible. Dans le silence de la nuit, j'ai essayé de lui tirer les vers du nez. Je voulais savoir ce qu'il pensait du fameux terrain. Je me doutais que l'idée ne lui plaisait pas, mais j'avais besoin qu'il me dise clairement ce qui le gênait ou alors, qu'il me fasse des suggestions. Trop tard, le mur était déjà dressé. Sa réaction ne m'a aucunement surprise, bien qu'elle a réussi une fois de plus à m'atteindre. Je l'ai laissé dormir sans trop insister. Après la sortie de l'ENS, les nouveaux enseignants doivent attendre 3 ans pour avoir un matricule qui les rend admissibles à la collecte salariale mensuelle. Je n'étais pas exempte de cette longue attente. Je tenais bon. Le bout du tunnel tardait à se montrer, mais j'étais sereine, convaincue qu'une fois mon matricule et salaire disponibles, nos problèmes seraient derrière nous. Je croyais que ce n'était après tout qu'un problème d'argent. Je me leurrais. Avec le temps, j'ai compris que notre relation était bien plus ambiguë qu'elle n'y paraissait.